Bienvenue à notre analyse. Aujourd'hui, on se penche sur une étude vraiment fascinante sur Montréal en ce début d'année 2026. Bonjour. On a un document qui nous vient de wikiresidence.ca et infodrone.ca. Le titre, il est assez évocateur, hein. Locomotive économique, défi d'infrastructure et virage technologique. Mhm. Et ce qui est frappant, c'est que ce texte, il nous présente Montréal pas juste comme une ville en reprise, mais carrément comme le leader de la croissance économique canadienne. C'est une affirmation forte. Très forte. Donc on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ça. On va explorer les 3 grands moteurs identifiés dans l'analyse, le tourisme, l'intelligence artificielle et bien sûr les infrastructures. Oui, et c'est intéressant parce que, d'entrée de jeu, le document nous met en quelque sorte en garde. Il nous dit oui, les indicateurs sont au vert, tout semble aller pour le mieux. D'accord. Mais il ne faut pas se fier seulement aux apparences. Ce n'est pas juste un rebond post-pandémique, un simple retour à la normale. C'est plus profond que ça. Exactement. L'analyse suggère que des changements structurels, des transformations profondes sont à l'œuvre. Et c'est ça qui redéfinit l'économie, l'immobilier et même le quotidien des gens. C'est cette histoire, pleine d'opportunités, mais aussi de tensions, qu'on va décortiquer ensemble. Parfait. Alors, commençons par le plus visible, ce que l'analyse appelle le carburant de la reprise, le tourisme. Les chiffres cités sont assez impressionnants. Ah oui, On parle de projections pour 2026 qui dépassent les 11 millions de visiteurs. 11 millions. Oui, pour se faire une idée, c'est comme si toute la population de la Suède débarquait à Montréal en une seule année. L'impact est forcément massif. Il est énorme et immédiat. Le document note que ça se voit tout de suite dans les infrastructures de transport. L'aéroport Montréal-Trudeau, les gares. Tout est bondé, j'imagine. On parle de sommet d'achalandage, oui. C'est une injection directe d'argent dans l'économie locale, mais l'analyse, en fait, elle va plus loin que les simples dépenses touristiques. Elle trace un lien très très direct entre cette vague de visiteurs et le tissu urbain, Et notamment l'immobilier. notamment l'immobilier, exactement. Alors qu'est-ce que ça change concrètement pour la ville, ça, au-delà d'avoir des trottoirs plus pleins? Mais ça change 2 choses fondamentales, d'après le rapport. La première, sans grande surprise, c'est une pression énorme sur le marché de la location à court terme. La demande explose. D'accord. Ce qui a des répercussions sans doute sur l'offre de logements locatifs plus traditionnels. Mais le deuxième point est peut-être plus positif. Ah. Ce boom touristique est littéralement en train de ressusciter les artères commerciales. Le centre-ville, le vieux Montréal. Des quartiers qui en avaient bien besoin. Absolument, on se souvient de l'inquiétude après la pandémie. Et là, l'analyse souligne que les taux de vacances commerciales, ils diminuent de façon très très nette. Les boutiques rouvrent, les restos sont pleins. C'est un signe de vitalité extrêmement concret. C'est fascinant de voir ça. Mais bon, pour soutenir une telle économie, il faut plus que des cafés et des hôtels. J'imagine qu'il y a un moteur plus profond qui tourne en arrière-plan. C'est exactement la transition que fait l'analyse. Elle nous dit que si le tourisme, c'est la façade étincelante, le véritable moteur structurel, celui qui transforme l'économie en profondeur, c'est la quête de gains de productivité. Et cette quête, elle est propulsée par l'intelligence artificielle. L'IA. Mais avant même de parler d'IA, le document cadre bien le problème à l'échelle nationale, le fameux retard canadien en matière de productivité. On en entend souvent parler de ça, mais ça reste un concept un peu abstrait. Est-ce que l'analyse le rend plus concret? Oh que oui, elle s'appuie sur des chiffres de la Banque du Canada qui donnent le vertige. C'est-à-dire? Le calcul est simple. Si la productivité de nos entreprises avait simplement suivi la moyenne des autres pays du G7, notre PIB, notre richesse collective, serait supérieure de 9%. 9%? C'est énorme. C'est énorme. Mais attends, ça me dit peut-être pas grand-chose comme ça, alors les auteurs traduisent ça en argent sonnant et trébuchant. Et ça donne quoi après? On mouille 7 000 $ de plus par an, dans les poches de chaque Canadien. Pardon, 7 000 $? 7 000 $, c'est presque un mois de salaire moyen. C'est ça le coût tangible de notre retard de productivité. C'est de l'argent qu'on laisse sur la table collectivement chaque année. C'est un chiffre qui marque. Ça change complètement la perspective. Et c'est là, j'imagine, que Montréal arrive avec sa carte maîtresse. Exactement. L'intelligence artificielle. Comment est-ce que l'IA est censée nous redonner cet argent, d'après l'étude? C'est le cœur de l'argument.
L'analyse rappelle que Montréal n'est pas n'importe quelle ville. C'est un des pôles mondiaux en IA. Elle a donc une opportunité unique. En s'appuyant sur un rapport de Deloitte, le document explique que l'IA offre des outils concrets pour combler cet écart. C'est l'idée de faire plus avec moins, c'est ça? C'est exactement ça. Faire plus avec moins. Ça passe par l'automatisation des tâches, l'optimisation des chaînes logistiques, l'analyse de données pour prendre de meilleures décisions. C'est une réorganisation profonde du travail qui est en train de se passer dans les entreprises montréalaises. D'accord, donc on a la promesse, on automatise, on optimise, mais qu'est-ce que ça veut dire pour la ville, physiquement? Est-ce que cette révolution un peu invisible, elle change aussi le paysage? On parlait des commerces qui revivent, mais quid des grandes tours de bureaux? Excellente question. Et l'analyse y répond très clairement. Cette transformation a un impact immobilier direct et majeur. Ah oui, Elle se traduit par une demande très, très forte pour des espaces de bureau. Mais il y a un mais. il y a une nuance très importante. Pas n'importe quel bureau. On ne parle pas des tours traditionnelles des années 80, tu sais, avec les cubicules, les plafonds bas. Non, ça c'est fini. Le document est très précis là-dessus. Et qu'est-ce qu'elles cherchent alors, ces entreprises de tech? Elles cherchent des espaces qui reflètent leur culture. Des lieux flexibles, collaboratifs, modernes, souvent dans des bâtiments qui ont une histoire, un certain caractère. Des endroits qui favorisent la créativité, qui aident à attirer les talents? C'est un véritable aimant à talent. Il faut des lieux qui favorisent le bien-être pour attirer et surtout retenir les meilleurs. Donc on voit une double dynamique. D'un côté, une difficulté possible pour les vieilles tours de bureau qui ne s'adaptent pas. Hmm. Et de l'autre, une demande explosive pour des projets immobiliers de nouvelle génération qui intègrent technologie, design et services. On a donc un tableau assez complet. Un boom touristique qui remplit les commerces et un boom technologique qui remplit des bureaux, d'un nouveau genre. Tout semble parfait, mais j'ai l'impression que le document nous amène vers un mais, un gros mais. Et c'est un mais de taille. On a ce moteur économique qui tourne à plein régime, oui. Mais un moteur, ça a besoin d'un châssis solide pour avancer. Les infrastructures. Et c'est là qu'on arrive au troisième pilier, qui est aussi le plus grand défi, les infrastructures. Le document parle des investissements publics massifs qui sont nécessaires, mais il met surtout le doigt sur la tension la plus vive à Montréal en 2026. La crise du logement. La crise du logement. C'est le paradoxe total. La ville est super attractive, ce qui est une bonne nouvelle, mais cette attractivité même crée une pression insoutenable sur le logement. C'est le cœur du problème. L'analyse décrit ça comme le revers de la médaille. La croissance attire des travailleurs, des talents, ce qui fait grimper en flash les prix de l'immobilier et les loyers. Et les taux d'inoccupation doivent être très bas. Le document utilise le terme critique. Le taux d'inoccupation reste à un niveau critique. Et la vraie question que pose l'étude pour 2026, c'est est-ce que la ville a la capacité de loger toute la main-d'œuvre dont elle a besoin pour faire fonctionner cette belle machine? C'est une question angoissante. On dit aux meilleurs ingénieurs du monde « Venez à Montréal, mais en chuchotant, et bonne chance pour trouver un logement ». C'est un peu ça. Est-ce que l'analyse suggère que cette crise pourrait carrément freiner la croissance? Elle ne le dit pas mot pour mot, mais c'est la conclusion logique. C'est le principal goulot d'étranglement. On a besoin de personnel dans les hôtels pour les 11 millions de touristes, on a besoin d'ingénieurs pour la tech. Si ces gens ne peuvent pas se loger, la machine finit par gripper. Ça devient un enjeu économique de premier plan. Absolument. Ce n'est plus juste un enjeu social. Et face à ça, les infrastructures publiques. Le document doit parler des grands chantiers qui paralysent la ville, non? Bien sûr. Et ils mettent en lumière un projet en particulier qu'ils qualifient de titanesque. Laissez-moi deviner. Le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Exactement. Pour beaucoup de gens, c'est synonyme de conne-orange et de cauchemar. Mais l'analyse lui donne une importance stratégique qui va bien au-delà des désagréments. On parle d'un projet de 2,80 milliards de dollars. C'est un investissement colossal. Colossal. Mais pourquoi ce tunnel est-il si important? Au-delà de traverser le fleuve, quel est son rôle stratégique dans cette grande équation? Son rôle est fondamental. L'étude cite des rapports qui insistent cet investissement est crucial pour assurer une croissance positive à long terme. D'accord. Il faut voir ce tunnel non pas comme une simple route, mais comme une artère vitale de l'économie. C'est le principal lien logistique entre l'île et la rive sud, essentiel pour le transport de marchandises, pour les usines, mais aussi pour la mobilité de dizaines de milliers de travailleurs. Donc en sécurisant cet axe, On assure la fluidité de toute l'économie régionale. D'une certaine manière, cette infrastructure en béton, c'est ce qui permet aux deux autres piliers, le tourisme et la tech, de rester debout.
C'est une perspective intéressante. Le tunnel, c'est pas juste un problème de circulation, c'est la garantie que le moteur ne s'étouffe pas. Si on résume, on a l'image d'un funambule. Montréal avance sur un fil. C'est une excellente image. D'un côté, la perche de la relance touristique et de l'innovation qui donne de l'élan. Et de l'autre, le poids des défis du logement et des infrastructures qui menacent de tout faire basculer. C'est un équilibre incroyablement délicat. Et c'est précisément dans cet équilibre, selon l'analyse, que se trouve l'opportunité. Pour les investisseurs et les développeurs, j'imagine. Oui, le message est clair à la fin du document. Le potentiel, il n'est pas juste dans la construction de tours de condos. Il réside dans la capacité à répondre à une double exigence, très complexe. Et quelle est cette double exigence? D'une part, il faut créer une densité urbaine de qualité. Une ville où il fait bon vivre, bien desservie par ses infrastructures qu'on modernise à grands frais. D'accord. Bien loger les gens. Et d'autre part, il faut concevoir ces fameux espaces de travail nouvelle génération, adaptés à l'économie du savoir. Bien loger les idées. C'est exactement ça. La conclusion de l'étude, c'est que l'avenir de Montréal se jouera à la jonction de ces deux besoins. Bien loger les gens et bien loger les idées. Et si on prend un peu de recul par rapport au document, il y a une pensée qui me vient. L'analyse est brillante pour décortiquer les mécanismes économiques, immobiliers, C'est très clair. mais elle ne fait qu'évoquer, presque en passant, les défis sociaux ou les efforts de verdissement. Et ça soulève une question essentielle qui reste en suspens. Laquelle? Le document nous trace le plan de la locomotive économique. C'est parfait. Mais on peut se demander, pendant que Montréal construit cet avenir technologique, cet avenir touristique, quelles sont les mesures concrètes pour que le tissu social, pour que la qualité environnementale de la ville ne soit pas juste des dommages collatéraux? Comment s'assurer que la croissance profite à tout le monde? Voilà. Comment s'assurer que ça profite à l'ensemble des résidents, et pas seulement à la main-d'œuvre la plus qualifiée ou aux visiteurs de passage? Le plan économique semble tracé, mais l'analyse suggère en filigrane que le plan social et environnemental qui doit l'accompagner, lui, il reste en grande partie à écrire. Et c'est peut-être ça, finalement, le plus grand chantier de tous.